Écoutez, bienvenue à tous. Merci d'être parmi nous ce soir pour ce meet-up qui est co-organisé par Zenica et Digital Tango. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à cette table ronde des RTE, ou des responsables de livraison de trains agiles. Comme vous pouvez le constater, donc on est en mode hybride. On a des participants qui sont présentiels dans les locaux de Zenica à Grenoble. Et nous avons aussi des participants en ligne. Notre volonté sur ces meet-ups safe, c'est bien sûr d'organiser des événements comme celui-ci. Le but étant de partager les connaissances, de favoriser les échanges, les expériences entre professionnels autour du framework safe. Et pour cette session-ci, Zenica et Digital Tango, on a souhaité créer un espace privilégié pour les responsables de trains de livraison agile, pour qu'ils puissent échanger en fait sur leurs défis et sur leurs succès. Pour notre meet-up de ce soir, on a la chance d'avoir avec nous 5 RTE autour de la table ronde. Andréane, Laetitia, Eric, Pierre-Luc et Jérôme. Ils proviennent de différentes entreprises, différents secteurs d'activité et même de différents pays. Et ils vont venir en fait nous partager leurs expériences en tant que RTE. Et pour animer cette session, je suis accompagnée donc de Laurence Hano, qui est coach agile Safe SPC et formatrice chez Zenica. Elle est accompagnatrice d'organisation et de modes de collaboration Safe ou sur d'autres frameworks chez plusieurs clients. On a Esteban Martinez-Querol, qui est coach professionnel Safe SPC et formateur chez Digital Tango. Il accompagne plusieurs trains safe chez plusieurs de nos clients et sur les parties Large Solutions aussi. Nous avons Cyrielle Eudeline, qui est coach professionnel spécialisé dans le développement professionnel et personnel, coach d'équipe, et ce sera notre facilitatrice graphique puisque elle va en fait pouvoir dans ce meet-up retranscrire un peu les sujets, les informations et toutes les discussions qui auront lieu sur une fresque, et elle pourra être diffusée ensuite sur ce meet-up à la fin probablement, et aussi lors des rediffusions qu'on pourra mettre en ligne. Avec nous, on a aussi Brice Kieffer, qui est directeur d'expertise, organisation et collaboration chez Zenica. Il nous a aidé à préparer ce meet-up et il animera en fait notre sondage à la fin de ce meet-up. Et bien sûr, moi-même, donc Hélène Malou-Wittenberg, je suis directrice des opérations chez Digital Tango et coach agile SPC. Donc sur ce meet-up, on va pouvoir parler de 3 thèmes. Le leadership et la facilitation. Donc on discutera de la manière dont les RTE facilitent les processus, exercent un leadership efficace pour guider les équipes et les acteurs en fait vers leurs objectifs. On parlera aussi optimisation de chaîne de valeur. On pourra aborder les stratégies et les pratiques que les RTE mettent en place pour optimiser cette chaîne de valeur à travers les différentes étapes de livraison. Et on parlera aussi résolution de problèmes. On pourra examiner les compétences, les techniques qu'utilisent les RTE pour identifier et résoudre les défis qui émergent dans leur train de solutions agiles. Alors, avant que tout le monde ne se présente, peut-être quelques petites informations de participation. Donc, on a prévu un moment à la fin de ce meet-up pour vous donner la parole, pour que vous puissiez poser vos questions ou partager vos propres expériences dans la dernière demi-heure du meet-up. On vous encourage donc à poser vos questions dans le chat pour les personnes qui sont à distance. Et puis, pour les personnes qui sont à Grenoble, on pourra vous donner la main directement. Je crois qu'un micro circulera dans la salle. Je vais donc passer la main à Laurence et à nos invités. Alors, pour nos intervenants, donc RTE, on va démarrer cette table ronde en leur demandant de se présenter. Alors, on va nous expliquer en 2 minutes dans quel contexte ils évoluent, et puis de choisir parmi ces différents personnages qui peuvent potentiellement représenter des RTE, quel type de RTE, dans quel type ils se retrouvent. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être on va sauter un continent avec toi, Pierre-Luc.
Oui, pas de problème. Commençons avec le seul Canadien. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pierre-Luc Harvey. Je suis RTE dans le regroupement des caisses Desjardins au Québec. Je suis RTE depuis maintenant 3 ans, SPC depuis un peu plus d'1 an maintenant. À la base, j'étais conseiller en ressources humaines, donc c'est ce que je faisais avant de sauter dans le merveilleux monde de la gestion de projet et des technologies. J'ai 2 trains au sein de Desjardins. Un train qui existe depuis la création, l'arrivée du mode, du framework SAFE chez Desjardins, donc déjà 7 ans, et un autre qui a été créé dans les 3 dernières années, donc des niveaux de maturité aussi différentes. Et pour me référer à ce que vous voyez, quel type de RTE êtes-vous? Je vais commencer par dire qu'il y a beaucoup de ces images que j'ai aucune idée c'est qui, étant canadien. Les Cornio, aucune idée c'est qui. Mais j'irai avec Luffy dans One Piece. C'est une des séries que j'ai écoutées récemment sur Netflix. Puis si j'avais à dire quel type d'RTE je suis, j'irais plus vers lui. Quelqu'un qui met de l'avant l'équipe, à être partie d'une équipe, à être membre d'une équipe, que c'est en équipe qu'on réalise quelque chose. Mais à certains moments, il faut aussi sortir de la conciliation pour aller vers la prise de décision, avancer, puis atteindre notre objectif. Dans mon cas, c'est pas être le roi des pirates, mais bien de livrer la bonne valeur pour l'entreprise au bon moment. Donc voilà, je peux passer la main peut-être. Je vois Jérôme aussi en distance. Donc Jérôme. Bonjour à tous, Jérôme Pasquio, Disneyland Paris. Je suis RTE depuis 2 ans et quelques mois. J'ai 5 ans chez Disney, donc j'ai fait 3 ans de Scrum Master et puis ensuite du coup j'ai pris le poste de RTE côté e-commerce. Donc il faut savoir, hein, chez Disneyland Paris on a 5 trains, mais côté digital on en a 2. Donc il y en a un côté mobile app, donc l'application mobile, et un côté e-commerce. Donc moi j'en ai un des deux. D'un point de vue expérience, moi je suis un ancien développeur qui a ensuite monté sur de la gestion de projet, puis l'agilité, puis Safe. Donc voilà, c'est même d'ailleurs Digital Tango qui a intégré Safe il y a 5 ans, bientôt, non 5 ans, ouais, 5 ans. Donc voilà. Et pour me définir, moi je vais définir 2 personnes. J'ai l'impression de temps en temps d'être un peu Rambo, c'est-à-dire avoir juste mon couteau et mon arme pour réussir à me défaire d'une horde d'ennemis qu'on ne nommera pas pour le moment. Et, on me voit aussi également beaucoup en tant que Superman. Alors, c'est pas de la prétention, c'est que les gens pensent que je vais pouvoir tout résoudre, alors que non, c'est pas du tout le cas. Mais bon, on a un point d'entrée et je pense que ça sera une bonne transition pour le premier point, parce que moi, j'ai une kryptonite qui est le produit. Voilà. Et je vais donner la main, alors je suis honteux parce que j'ai pas retenu les prénoms, à Laetitia. Eh bien, bonjour tout le monde, merci. Laetitia Bray, je suis RTE depuis un peu plus de 4 ans maintenant. J'ai une plus grande expérience là chez Orange et depuis quelques mois chez Schneider. Donc là, je vais plus m'appuyer sur l'expérience que j'ai au niveau d'Orange, sur un train qui assure le provisioning des services mobiles, donc voix, data, SMS, pour tous les types de clients, qu'ils soient résidentiels, pro ou entreprises. Et ce train a 25 PI aujourd'hui et Orange n'est pas débutant dans l'agilité, ni ce train, ni ce collectif et ses équipes. Il y en avait 5, avec des Scrum Masters dans chaque équipe. Ça donne un petit peu de contenu pour les expériences. Et puis aujourd'hui, depuis quelques mois, chez Schneider, dans un autre contexte, mais voilà, avec les mêmes situations, les mêmes besoins quelque part, donc, ou d'autres encore. Quel type de RTE je suis? Oui, un peu comme les collègues, je pense. On pense qu'on est un petit peu parfois multifacette, donc parfois on va sortir plusieurs types de, pas d'armes, mais d'outils. En fait, j'ai demandé, moi, à mes équipes, quel RTE j'étais avec cette photo. Et on m'a dit plutôt Trinity. Alors, je ne pense pas à l'arme en particulier, je pense plus au côté on avance en étant discret. Enfin, c'est ce que je suis. Je suis plutôt discrète et je vais faire avancer et me confronter à des situations parce que oui, on se confronte à des situations, à des contextes et on doit faire avancer et on aide à faire avancer avec plaisir tout un collectif. On ne le fait pas seul, donc c'est vraiment un esprit d'équipe. Donc voilà, dans l'expérience laquelle je suis dispo pour vous partager. Je passe le micro à Grenoble, mais comme je n'ai pas le micro en physique, je laisse Laurence le donner physiquement à quelqu'un
face à elle. Eh ben, Eric ou Andréane, qui veut pas dire un truc. Donc Eric Fogras, on va continuer dans la sphère Schneider. Avant Schneider, moi j'ai commencé dans le développement de logiciels embarqués dans l'aéronautique pour les moteurs d'hélicoptères. Puis j'ai passé 23 ans chez Capgemini, où j'ai beaucoup travaillé aussi avec Orange, donc je connais un petit peu le contexte de Laetitia. Mais j'ai aussi donc fait dans ce parcours chez Capgemini, Sogeti, 10 ans d'agilité et je suis aussi SPC depuis 4 ans maintenant. J'ai rejoint enfin Schneider pour le poste et le rôle de RTE, enfin plutôt le rôle de RTE. Donc depuis un an au sein du hub intelligence artificielle de Schneider Electric. Au niveau de quel type de RTE je suis, alors moi aussi je vais choisir 2 images. Donc une première image, c'était Frodon. Frodon parce que effectivement le RTE dans le rôle, on chemine à travers un chemin qui est pas simple, chemin d'embûche, il faut être ouvert au changement. On peut penser à un chemin, il n'est peut-être pas bon, il faut savoir aussi se remettre en question et arriver à trouver le bon chemin pour effectivement arriver à traverser ce méandre de problématiques. Mais normalement, on n'est quand même pas seul. Donc là, je rejoins ce qui a été dit tout au début, on n'est vraiment pas seul. Alors dans les images, il n'y avait pas beaucoup de team spirit, mais je pense que c'est quelque chose qui est important. Pour autant, j'ai choisi quand même une deuxième image, c'était Yoda, où l'expérience et la sérénité, parfois, ça aide aussi à regarder la tête froide et trouver ce chemin. Je passe la main. Et donc, du coup, je vais finir le tour de table. Donc, moi, je suis Andréane Luyami, je travaille chez Eaton aujourd'hui. Ça fait 1 an maintenant que je suis RTE. Je suis RTE depuis le lancement d'un train et puis avec l'accompagnement au changement, dans lequel Laurence nous a beaucoup aidé. Emmanuel aussi, qui n'est pas là ce soir. Mon expérience, elle est donc effectivement début de carrière aussi développeur. Et puis, ça fait maintenant 14 ans que je suis dans le monde de l'agilité, avec l'occupation de différents postes. Par rapport à quel type de RTE je suis, donc, moi j'identifie plutôt 2 images. Alors, la première, c'est les corneaux. Parce que, alors plutôt sur le côté Bourville, j'ai un côté un peu gaffeuse qui aide à faire rire et à dédramatiser certaines situations quand c'est nécessaire aussi. Et puis le côté Trinity, alors effectivement pour rejoindre ce que disait Laetitia sur le côté, alors moi pas forcément discrète, mais sur le côté on fait avancer les choses. Et puis par contre je me sers de l'arme aussi parce que c'est vrai que je me sens vraiment responsable et gardienne du temple agile au sein des équipes. Et si quelqu'un fait un faux pas, je me permets de lui rappeler assez rapidement, donc pas avec une arme chargée, mais avec une parole parfois un peu acérée. Voilà. Ok. Bon. Et ben on a une bonne représentation de différents personnages. Ça peut être intéressant, le film qu'on va jouer là, avec tous ces personnages. Peut-être qu'on passe à une toute petite introduction derrière. Donc je passe la parole à Esteban pour commenter très rapidement ce petit slide que vous connaissez sûrement. Merci beaucoup, Laurence. Donc ça, c'est un slide que vous connaissez qui a été présenté dans la version 6 de SAFe où on retrouve les 5 responsabilités du RTE. Je vous ai préparé plutôt un petit narratif pour alimenter tout cela, pour garder en tête et notamment pour introduire les sujets. Donc en fait, clairement, le RTE, il est expert agile dans le cadre du framework de SAFe et surtout, il a un rôle central et essentiel dans la gestion et la facilitation des processus agiles à grande échelle. Le RTE, c'est souvent décrit comme l'équivalent d'un Scrum Master Team Coach au niveau du train. Et le train, c'est une équipe de plusieurs équipes qui travaillent ensemble pour livrer une solution incrémentale, intégrée et déployable. Donc, les 3 responsabilités principales du RTE que je vais mettre en évidence ce soir,
et qui reprennent les thématiques qu'on verra dans le cadre de cette table ronde, c'est clairement effectivement la notion de leadership et de facilitation. Le RTE, il est là pour faciliter l'ensemble des événements du PI, que ce soit le PI planning, que ce soit les synchros de coach, les différentes synchros du train, les inspect and adapt. Il veille véritablement à ce que les événements se déroulent de la manière la plus fluide et la plus productive. Également, le RTE, il est là pour guider le train vers une amélioration continue. Il va encourager les équipes à adopter et à adhérer au principe agile de SAFe, et il va jouer un rôle clé dans l'alignement des équipes sur des objectifs communs, alignement qui d'ailleurs est une des core values de SAFe. La deuxième responsabilité que je me mets un peu en avant, c'est qu'il joue un rôle clairement donc dans l'optimisation des chaînes de valeur parce qu'il a un rôle particulier. Tout à l'heure, Jérôme en disait 2 mots, avec justement l'ensemble du produit, les product managers, les product owners, voire les autres parties prenantes pour assurer que les priorités sont bien définies et alignées avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Il est également responsable de la mise en place et du suivi des métriques qui aident à mesurer la performance du train, ainsi que les domaines nécessitant des améliorations. Il va aider à la gestion du portefeuille, que ce soit de projets, d'initiatives ou de produits, pour optimiser la chaîne de valeur. Enfin, la troisième responsabilité que je veux mettre en évidence, c'est la résolution des problèmes. Le RTE, il est là pour faciliter les sessions, bien sûr, d'Inspect and Adapt, où l'ensemble des équipes vont examiner les résultats du dernier PI, identifier les points d'amélioration et surtout planifier des actions correctives. Il va enfin identifier et résoudre des obstacles qui peuvent ralentir ou bloquer le progrès des équipes, notamment en collaboration, encore une fois, avec les Scrum Master Team Coach. Donc, il y a 3 vraiment responsabilités que j'ai voulu mettre en avant sur les 5 qui sont sur le petit schéma. Enfin, mais vous en avez beaucoup parlé pour conclure mon introduction, il y a 5 qualités ou compétences majeures qui ressortent chez nos RTE, chez tous les RTE que j'ai pu accompagner. Clairement, c'est cette notion de servant leadership. Le RTE, il est clairement là pour soutenir les équipes dans leur chemin vers l'amélioration. Le RTE ou la RTE, c'est quelqu'un qui a d'excellentes compétences en communication. Là, on a eu quelques exemples dans les présentations pour faciliter les interactions entre les équipes, les parties prenantes et la direction. C'est quelqu'un qui est organisé, qui est capable de gérer, de coordonner avec de multiples équipes. C'est quelqu'un qui est capable de résoudre les conflits, alors avec ou pas l'image de Trinity ou des différents exemples que vous avez pu prendre, mais en tout cas, il doit être capable de résoudre des conflits, de gérer des dynamiques d'équipe. Enfin, pour conclure, évidemment, c'est quelqu'un qui aura une maîtrise des principes, des 10 principes que met en évidence SAFe et surtout l'ensemble de la méthodologie. Donc, pour terminer, le RTE, c'est le rôle crucial dans le framework de SAFe. C'est un catalyseur et c'est surtout un rôle déterminant dans la réussite des initiatives de développement à grande échelle. Voilà, je te repasse la parole, Laurence. Super, très très clair. Merci Esteban. Ce que je vous propose, donc, c'est de démarrer la table ronde. Donc, comme Hélène l'a introduit, donc on va aborder, et Esteban l'a rappelé là, on va parcourir ces 3 thèmes. On va essayer d'être assez sharp sur le timing. Donc, on a préparé des questions avec les intervenants pour qu'ils puissent être à l'aise et voilà, préparer un petit peu en tout cas leur réponse et voir ce que chacun a apporté sur chacune des thématiques. Donc on va voilà, échanger sur des questions spécifiques sur chacun des 3 thèmes et puis voilà, chacun complétera, rebondira sur les questions, sur les réponses les uns des autres. Sachant que vous, donc ceux qui êtes là en participant, donc vous pouvez, si vous voulez, poster des questions dans le chat au fur et à mesure. On les prendra par contre uniquement à la fin et on reparcourira dans l'ordre les questions. Donc on commence sur le thème de facilitation et leadership. La première question donc, que je vais adresser pour commencer à toi, Laetitia. C'est en quoi le leadership est une composante importante du rôle de RTE et quels exemples tu aurais à partager sur ce sujet? Parce que la notion de leadership est relativement large. C'est très large et c'est pourtant très déterminant sur ce qu'on peut amener et sur ce qu'on va réussir ensemble voilà, par rapport à toute la responsabilité et les engagements que l'on a au niveau du train. Donc on l'a vu, hein, on a un point de concentration sur tout ce qui va se passer. On est responsable de la performance de notre train. On est garant de sa réussite en fait et que tout le monde ait la banane à l'intérieur. Donc ça c'est le vœu pieux et c'est pourtant ce qui nous anime et ce qui nous va bien. Donc le leadership à la fois c'est avoir les moyens de pouvoir réussir. Et là, en tout cas, il y a eu pas mal de confrontations dans mon expérience où on avait effectivement des managers responsables
d'équipes, de ressources, de personnes. Donc, concrètement, c'était avec eux qu'il fallait dealer pour pouvoir avoir les compétences aussi longtemps qu'on en avait besoin. Donc ça, c'était vraiment un point crucial où il a fallu créer une core team où on a dû faciliter ce travail-là. C'était pas moi qui avait ce besoin-là, ce besoin-ci, mais ce pouvoir-là entre guillemets. Donc ça, c'est un point important qu'on n'a pas toujours en main. Voilà, j'étais pas ressource manager. Il faut être aussi exemplaire au niveau de la vision que l'on va apporter, de la mobilisation que l'on va avoir. Il faut toujours avoir en tête que les RTE sont exemplaires sur pas mal de choses et doivent porter ça, porter la vision, aider à mobiliser. Donc voilà ce que je voulais soulever. Après, ça peut amener plein de questions et c'est le but de cette séance. Posez-les dans le chat, n'hésitez pas, je laisse les collègues compléter. Ok. Pierre-Luc, est-ce que tu veux compléter? Oui, avec plaisir. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette conversation-là en termes de facilitation puis de leadership, c'est si on s'arrête au mot leadership. C'est un mot portefeuille, hein, le mot leadership. Dépendamment de qui qu'on est, où qu'on travaille, le background qu'on a eu, la signification de leadership veut habituellement dire des éléments différents ou a une importance différente dans certains aspects de ce qui est le leadership. Que ce soit l'influence, la communication, l'écoute, la mobilisation, il y a plein d'éléments qui se rattachent à ça, le leadership. Puis c'est là qui devient intéressant la comparaison avec le rôle de RTE. Hein? Le rôle de RTE aussi demande cet ensemble de compétences diverses qu'on rattache au leadership. Après ça, c'est de la façon qu'on utilise l'ensemble de ces compétences-là pour exercer un leadership qui est au bon moment, de la bonne façon, puis qu'on utilise les bons outils de leadership face à l'équipe qu'on a. Une équipe qui a beaucoup plus de maturité, habituellement, a besoin d'un leadership plus d'accompagnement, de soutien, qu'on soit capable de leur permettre de continuer de grandir. Une équipe qui débute en agilité ou qui a peu d'expérience en agilité, qu'on va dire peu mature en agilité, mais souvent, ils ont besoin d'un leadership plus présent qui va donner des périmètres beaucoup plus serrés pour être capable de les guider, puis d'avancer, puis de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que ça veut dire un train et l'agilité. Après ça, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est l'influence qu'on a dans le leadership, je trouve aussi avec le super triangle. Hein, dans la tête de train, il y a un RTE, mais il y a aussi un product manager, un solution architect ou un architecte de plateforme, dépendamment des termes qu'on donne. Là. Mais c'est l'influence que les trois ont ensemble pour être capable de dicter le chemin à suivre, et être capable après ça de se rendre à ce chemin-là, puis de motiver puis mobiliser l'ensemble des équipes du train à se rendre à ce chemin-là. Fait que pour moi, c'est un peu ça aussi le leadership. C'est d'utiliser les bons outils au bon moment en fonction du public et de l'auditoire à qui qu'on parle. Ok, super. Jérôme? Mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses. Hein. Je rejoindrai sur le rôle d'être disponible pour les équipes. Moi, je pars du principe, et j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'on a dit, à savoir être exemplaire sur plein de points. Oui, on doit être exemplaire, oui, on doit tirer les gens avec nous, en fait. Enfin, on doit leur montrer c'est là où on doit aller, c'est vers là où on doit aller. Moi, il y a un truc aussi que je me bats, c'est vraiment défricher au maximum le terrain pour que les équipes, nous, je parlerai pour ma paroisse, hein, on travaille énormément à flux tendu, avec beaucoup de projets qui arrivent dans tous les sens, pas le plus forcément mieux concis, mieux paramétré. Et moi, mon but, en fait, ça va être de donner un sujet propre aux équipes, en fait, que ça arrive proprement, de façon à ce que lors de leur PA planning, ils disent, on a tout ce qu'il faut, on peut démarrer correctement. Ça, pour moi, c'est le premier point, et être disponible, évidemment, dès que ça pue. Moi, je reste aussi au-delà du leadership, et c'est mon combat actuellement, c'est de responsabiliser énormément les équipes. Je trouve que, voilà, ça fait partie du leadership de dire je vous fais confiance, je suis là pour vous, mais je veux que vous organisiez de façon à gérer vous-même votre produit. Et un dernier point pour moi qui me semble important, et c'était une des présentations d'une de mes collègues qui disait servir un peu alors le mot n'est pas péjoratif, mais de bouffon. C'est-à-dire que savoir faire rire au bon moment, savoir un peu lâcher la pression. Moi, je sais que je fais beaucoup je fais beaucoup de jeux ou de quoi que ce soit, notamment lors du PI planning à la fin,
qui plus est, avec le Covid et tout, on est encore beaucoup à distance, pour essayer de rassembler, d'avoir un peu plus de cohésion et pour que les gens oublient un petit peu la pression qu'on a tous les jours. Et voilà. Donc, je pense comme mes collègues, c'est assez fatigant au jour le jour. Mais voilà, victoire des petits pas. Qu'on arrive à avancer d'un petit centimètre, on te dit, allez, on part pour l'autre petit centimètre. Ok, je ne sais pas si on peut comparer un PI à un petit centimètre, peut-être. C'est sur mon partage. Mais c'est bien de voir ça comme ça, c'est simple à avancer un petit centimètre. Du coup, on va passer sur la deuxième composante de facilitation au leadership, donc la facilitation. On est parti par les leaderships, même si tu as, je pense, peut-être glissé un petit peu sur la partie facilitation, mais c'est aussi important. Donc peut-être on va passer la parole ici aux gens présents. Donc, Eric, en quoi la facilitation est une composante aussi importante du rôle de RTE? Oui, alors elle est très importante et elle est importante à plusieurs moments, dans plusieurs phases du travail de RTE. Elle est dans tout premier évidemment dans la préparation d'un PI planning. Donc déjà dans la préparation, si on ne veut pas se retrouver seul à tout faire, il faut savoir faciliter la préparation avec les bons acteurs et donc s'entourer des bons acteurs pour arriver à un PI préparé avec chacun dans son rôle. Notamment avec le product management et les systèmes architectes, c'est quelque chose qui est primordial dans la préparation d'un PI planning. Et là, on a tout notre rôle. On a aussi un très gros rôle pendant le PI planning. Un PI planning, c'est ça qui est chouette et aussi, alors ça peut être stressant pour les équipes et pour nous, pour tout le monde en fait, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas toujours, et même c'est parfois souhaitable, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Et donc à ce moment-là, il faut être capable dans la facilitation de trouver de la résolution de problèmes, mais aussi d'aider les gens eux-mêmes à trouver comment résoudre le problème. Et puis aussi, on a le rôle forcément quelque part de timekeeper si on peut, et que ça se déroule bien, que tout le déroulé s'emboîte au fur et à mesure, bien que ça soit très complexe. Alors aujourd'hui, on a quand même beaucoup de challenges, et notamment chez Schneider Electric, où on travaille avec des équipes qui sont réparties dans le monde. On a des trains qui ne sont pas forcément colocalisés. C'est pas forcément vrai que chez Schneider, c'est vrai dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Dès qu'on passe à l'échelle, les compétences, elles sont un peu partout dans le monde et on va les chercher là où elles sont. Et donc, la facilitation est quelque chose de pas simple dans ce cadre-là. Et enfin, il y a la partie de facilitation qui est tout au long des plannings intervalles, qui consiste très souvent à travailler avec les différentes composantes, que ce soit les Scrum Masters qui accompagnent les équipes, qu'il faut synchroniser, mais aussi avec le Product Management, donc le triangle dont parlait Pierre-Luc, qui, avec le Product Management et les systèmes architectes, aussi tous les jours doivent penser au produit du train et au délivré du train avec nous, qui en sommes effectivement pas responsables. Ok. Donc là, tu nous as parlé pas mal effectivement de la composante facilitation dans les différents events, dans l'adaptation, etc. Peut-être, Andréane, tu avais des choses à rajouter, parce qu'effectivement, je pense qu'on parle beaucoup de facilitation. Il y a une part de la facilitation qui est de la conciliation. Savoir concilier les choses, savoir écouter. Donc, dans mon contexte aujourd'hui, donc c'est un train qui est situé où il y a des équipes qui travaillent ensemble sur 3 continents différents, donc avec des valeurs culturelles différentes, avec il n'y en a pas un de nous qui sommes nés en sachant très bien parler anglais, donc il y a aussi toute la barrière de la langue qui est à prendre en compte, et cette part de conciliation qu'un RTE doit savoir faire, elle est hyper importante. Des équipes vont se parler, devoir travailler ensemble, résoudre des dépendances ensemble, effectivement, et puis il y a des moments, il y a des conflits obligatoirement parce qu'ils ne se sont pas bien compris. Et dans ce cadre-là, c'est là où on intervient et on est là pour concilier, c'est d'avoir cette composante aussi d'écoute qui est importante dans ce rôle pour pouvoir écouter, comprendre les différentes parties qui sont en conflit actuellement et réussir à concilier tout ça pour que tout le monde avance et réussisse à
avancer de ce petit centimètre ou de ce pas nécessaire pour réussir quoi, et pour aller dans le sens du projet. Ok. Alors, je vous propose de passer à la dernière question de ce thème, facilitation et leadership. On va parler d'évolution. En tant que RTE, comment vous voyez votre évolution dans le temps? Et voilà, de partir d'une certaine maturité jusqu'à une autre. Et je crois que Pierre-Luc, tu as des choses à nous partager sur ta vision des choses là-dessus. Oui, je me rends compte que je l'ai déjà un peu nommé quand je parlais de leadership, mais moi, personnellement, mon évolution personnelle, je la vois aussi beaucoup liée avec l'évolution du train dans lequel je travaille. Plus le train augmente en maturité, comme je disais, plus l'évolution de mon leadership est présent et je la vois et je l'aperçois et est nécessaire, je dirais même. Un autre truc que je trouve intéressant par rapport à toute cette évolution-là, puis je suis clairement pas le seul, d'après moi, l'ensemble des personnes présentes ici va se retrouver là-dedans, mais c'est aussi être artiste, une perpétuelle remise en question sur est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que c'était la bonne activité que j'ai mis en place, est-ce que j'ai posé la bonne action, est-ce que les résultats fonctionnent avec ce que je veux faire. Donc, tout ça remet aussi en question le style de leadership qu'on utilise dans chacun des moments, dépendamment du besoin, dépendamment aussi des personnes avec qui on parle. J'aime ce que tu venais d'expliquer, Andréane, par rapport aux situations difficiles et à la facilitation qu'on doit positionner dans des moments comme ça. Mais je pense que c'est à force aussi de moments complexes avec nos escouades qu'on se développe aussi dans notre rôle de RTE puis qu'on évolue dans ce rôle-là. Un long fleuve tranquille, c'est tranquille. C'est peu d'évolution habituellement. Il faut des petits rapides dans ces petits centimètres. Ok. Andréane aussi, sur l'évolution et comment tu vois petit à petit les compétences qui se développent. C'est ça, c'est exactement ce que Pierre-Luc dit, c'est ce côté où on évolue personnellement parce qu'on voit une équipe qui grandit, qui mûrit. Aujourd'hui, donc ça fait à peine un an que le train est lancé, mais de voir les Scrum Masters prendre de plus en plus de responsabilités. Moi, je suis en capacité aujourd'hui de déléguer beaucoup de choses. Alors, ça m'arrange pour partir en vacances tranquille, j'avoue, mais il y a ce côté-là d'évolution personnelle et de satisfaction personnelle qui sont là, et c'est là où on trouve notre évolution. Parce que je pars aussi du principe que l'évolution de carrière, elle n'est pas forcément verticale, elle peut être aussi horizontale, et ça elle participe complètement, quoi. C'est cool. Ok. Bah, on a fait le tour des 3 questions. Alors, bien évidemment, il y en aurait plein d'autres sur ce thème-là et sur les autres. Il a fallu faire des choix. Peut-être, Cyrielle, est-ce que tu voudrais nous partager tes premières ébauches sur le thème de facilitation et leadership? Et tu as le droit de... Si, je peux. Il faut juste que je l'envoie par mail. Je vous l'envoie ça. D'accord, ok. Bon, on repartage ça dans quelques minutes. Alors, on va passer au deuxième thème. Optimisation du flux de valeur. C'est un bien grand mot. Quand on dit ça, on dit waouh. Moi, avec mes petites épaules, et même si vous avez tous un peu des armes, j'ai beaucoup entendu le terme d'armes dans vos expressions. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que voilà, comment vous intervenez, comment vous facilitez aussi ce flux de valeur qui finalement le service d'un train est bien de délivrer de la valeur avec un ensemble de parties prenantes. Et donc pour ça, évidemment, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais vous n'êtes pas tout seul. Et donc vous avez un triptyque dont vous avez parlé avec le product management, avec le système architecte, aussi avec les autres parties prenantes du train qui peuvent être les managers. Laetitia, t'en as un peu parlé. Donc aujourd'hui, comment vous interagissez et quels sont vos défis dans ce triptyque-là? Et on va commencer avec toi, Eric. Alors, le défi, c'est le premier défi, surtout quand c'est un train qui est relativement récent, c'est déjà de définir le travail qu'on fait et d'y associer une valeur.
La valeur est souvent mal comprise et souvent c'est un concept assez vague pour beaucoup de gens, y compris le product management, même s'ils ont été formés. Et donc, un des gros challenges, c'est de travailler avec le triptyque product manager et système architecte, ou product management et système architecte, et d'essayer de travailler ensemble à cette définition qui est toute relative et de leur apporter cette vision relative qui va leur permettre la priorisation, qui est un des outils core qu'il y a dans l'agilité et dans Safe y compris, va leur apporter cette vision de la valeur qu'ils produisent. Et comment on interagit assez simplement, déjà, il faut avoir une certaine légitimité dans l'expérience de l'utilisation de ce type de méthode pour pouvoir expliquer que ça peut marcher. Ensuite, il faut savoir partager une certaine confiance avec les gens avec qui vous travaillez pour pouvoir arriver à une certaine adoption, et au moins une tentative d'adoption. Et une fois qu'il y a l'adoption qui arrive, parce qu'elle arrivera forcément, parce que ça marche, et ça, il faut rassurer les gens, ça ne marche pas forcément du premier coup, mais quand ça marche, on a tout de suite une vue plus claire de ce que l'on produit comme valeur, et ensuite on arrive à l'organisation ensemble de la valeur, et à la fin, finalement, on arrive presque à déléguer, et donc, et ça aussi c'est du bonheur, parce qu'il y a une espèce de lâcher, et là, le train, à ce moment-là, fonctionne, et c'est vraiment du bonheur. Ok, donc vision plutôt optimiste et positive. Je crois que Jérôme, tu nous as teasé un petit peu les choses tout à l'heure, tu as des choses peut-être un peu moins faciles à partager. Donc on parle de ma kryptonite, c'est ça? Ouais. Nous, ça fait 5 ans que le train est en place, hein, comme je vous le disais, c'est nous qui avons mis en place Safe côté Disney et derrière les autres trains qui se sont créés. Globalement, je dirais que notre organisation est mature. Par contre, quelque chose sur lequel je me prends toujours un mur, en fait, c'est le product management où j'ai beaucoup de difficultés en fait à leur faire comprendre la façon dont on doit travailler pour arriver à quelque chose d'agile. Typiquement, j'ai pas de backlog dans Jira. D'accord? Moi, c'est quelque chose de très problématique. J'ai juste un titre. Quand j'arrive à me battre, que mes propres Scrum Masters arrivent à créer les propres features. La notion d'MVP, ils ont du mal. J'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est budget fixe, date fixe, périmètre fixe. Donc, comment c'est compliqué. Donc voilà, pour eux, en fait, l'agilité, ils voient juste ça, en délivrer plus vite. Un exemple tout simple, hein, nous, on est à 4-5 trains, donc on a un pré-PI planning. Mon pré-PI planning est mercredi prochain. Moi, j'ai beaucoup de process que je me force à garder parce que je me dis qu'à un moment donné, comme je vous ai dit tout à l'heure, la technique des petits pas, à un moment donné, j'aurai tellement de petits pas que je pourrais faire le grand pas à l'intérieur. Mais j'ai toujours pas de priorisation en fait. Et puis alors si je leur parle de WSJF, je sais que c'est 4 lettres pour eux et que ça va pas plus loin. Et c'est dommage en fait. C'est dommage. Et moi j'avais demandé un coach, hein, je vous cache pas, j'avais demandé un coach en plus pour m'appuyer. Mais voilà, moi c'est ma kryptonite, c'est très compliqué. Alors avec tout ce qui est système architecte, j'ai pas trop de problèmes. Les managers, je vais plus avoir des problèmes avec les managers dans le sens où ils ne comprennent pas la notion de chapter. Ils ont beaucoup de difficultés en fait à comprendre que leurs ressources, ils ne la gèrent pas directement, mais du coup que c'est managé d'un point de vue transverse par un Scrum. C'est très compliqué pour eux. Mais ça, on va dire que voilà, comme disait tout à l'heure Pierre-Luc, avec voilà beaucoup comment ça s'appelle d'échanges, de communication avec eux, on arrive à quelque chose. Moi, honnêtement, enfin, c'est le product management. Si vous avez la solution miracle, je prends. Je paye même. Voilà. Y a-t-il un product manager dans la salle? Oui, c'est bien aussi de partager ces difficultés. Évidemment, tout n'est pas rose. Laetitia, tu voulais peut-être ajouter quelque chose là-dessus? Alors, je pense que j'ai la version plus positive du coup, et ça existe du coup, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est possible. Oui. Ça existe. Voilà, ça existe. Oui, le rôle de product manager, il est compliqué. La relation, elle peut être compliquée, elle peut être même en confrontation. On a vraiment un triptyque aussi avec les systèmes architectes. Et moi, c'était plus un collectif d'architectes qui avançait à côté. C'était plus un binôme, moi, avec
la product manager qu'il a fallu créer au quotidien. Parce que tous les jours, il y a des demandes, effectivement. Il faut être entre l'exécution et la préparation de la suite. Il faut être toujours aligné, il faut être toujours garant qu'on est en train de délivrer de la valeur et du coup avoir le même sens. Et ça, pour le garder, voilà, c'est vraiment un travail au quotidien, vraiment une complicité, en fait, de créer une complicité entre... Alors pour moi, c'était une personne, hein. C'était pas un collectif au niveau du product manager. C'était plus ce que j'entends au travers de Jérôme, c'est plus ce que je vivais avec le lean portfolio, avec parfois des choix qui étaient faits, mais voilà, plus dans la stratégie que nous, on faisait face. Alors, il faut savoir aussi que le train a été monté avec cette personne, product manager. Donc, on a monté ce collectif, on a monté ces valeurs, on a monté ce sens-là ensemble. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on crée ensemble aussi, hein. C'est peut-être pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le côté relationnel, moi, que j'ai senti. Ça peut être difficile, hein. C'est ce qu'on peut vivre aussi quand on est Scrum Master avec son PO. C'est un binôme aussi, c'est pareil. Il y a un côté humain, un côté profil, un côté caractère. Et voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Oui, on a le fond, mais on a aussi la forme. Et tous les jours, c'est une relation. Alors, c'est pas une histoire de couple, mais presque. Il faut entretenir, il faut savoir écouter. Et des fois, on n'est pas sur les mêmes sujets de la même façon. Et il faut savoir se connaître. Donc, c'est quelque chose qui se construit, qui peut prendre du temps et qui après peut fonctionner ou pas. Donc voilà, donc faut décoder tout ça. Donc avec le système architecte et le PM et le RTE, on peut parler de trouble, non? C'est pas la mode. Ok, on va avancer un petit peu dans les questions, voilà, pour tenir un peu le timing et surtout pour laisser la parole aux participants aussi. La deuxième question sur l'organisation du flux de valeur, ça va être autour des métriques. Parce que, évidemment, pour mesurer une performance, il faut s'appuyer sur des chiffres, sur du factuel, parce qu'on entend aussi beaucoup, souvent, en tout cas, moi j'entends, oui, on ne délivre pas assez, on ne délivre pas bien, on ne délivre pas à temps, nanana, et pas bon nombre, etc. Mais encore faut-il qu'il y ait du factuel derrière. Donc aujourd'hui, quelles sont des métriques existantes au niveau de votre train et comment ont-ils été définis et mis en place? Et Laetitia, je te propose de reprendre la parole. Oui, ouais, c'est un sujet qui m'anime vraiment. C'était parti de l'Inspect and Adapt, donc ça fera un rebond avec la suite, hein, sur la résolution de problèmes. Mais il faut savoir que nous, dans ce train-là, on n'est pas centré sur... Enfin, on n'a pas les clients en front. Donc c'est vrai que ça donne un contexte. On n'avait pas naturellement comment on appelle ça, de la satisfaction des KPI au niveau de la satisfaction des clients. Donc on était plutôt sur des métriques type, des KPI type... combien de features on a embarqué, combien on a réalisé complètement, suivi de budget, taux de change, des choses comme ça, qui donnaient un peu un statut, qui donnaient une vision. Mais on a voulu passer à autre chose, on dire mais vraiment comment on pourrait faire. Et donc on a travaillé avec un groupe de travail, c'est venu de l'Inspect and Adapt. Et on est parti, on s'est inspiré d'Accelerate. Donc qui donne 4 métriques intéressants et puis on l'a tuné en fonction de notre contexte. Donc c'est le lead time, c'est le taux de déploiement, enfin la fréquence de déploiement, c'est le temps que l'on met pour rétablir un service, c'est le taux de production ratée, taux de change raté. Donc voilà, dès qu'on fait un changement dans le code, entre guillemets, et qu'on le met en prod, est-ce que ça a réussi ou pas? Donc c'est ces 4-là et on les a tunés. On a monté un groupe de travail pendant un PI. On se voyait toutes les semaines une demi-heure à 1 heure. Et on a adapté un petit peu parce que c'est intéressant. Lead time, typiquement, nous, ça ne faisait pas sens de prendre le lead time de toute la feature parce qu'on avait une partie un peu exploration, mûrissement, étude, comme on pourrait dire, sur d'autres points sur lesquels on était tributaire et que nous, on ne pouvait pas agir de manière autonome, mais au niveau on prenait vraiment la partie exécution à partir du moment où le besoin est détouré, on prend et puis voilà, c'est un exemple, mais pour vous dire que si vous cherchez Accelerate, c'est une bonne source. Chat, si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez,
Ok, merci. Eric, je te passe la parole. Ouais, alors nous non plus, on n'avait pas de contraintes particulières à mettre tout de suite les métriques sur le train, sachant que le train il a même pas 2 ans. Pour autant, on a construit un certain nombre de métriques suite aux différentes rétrospectives des équipes, des ressentis qu'il y a eu au niveau des équipes. Et notamment avec beaucoup de sentiments de surengagement personnel, de ce genre de choses. Et donc, on a quand même sorti différents métriques. Et notamment, on a sorti les métriques, les premiers, c'était pour comparer à la réservation de bande passante, parce que c'est une des techniques de safe, mais on disait est-ce que les gens, est-ce qu'on la consomme et comment on la consomme. Alors ça fait un peu flicage, mais d'un autre côté, on n'avait aucune vision. Alors on réservait de la bande passante, chacun voulait de la bande passante pour plein de choses. Donc là, on était obligé de mettre des métriques pour aussi limiter. On a mis aussi des métriques par rapport à beaucoup de sentiments de variabilité au niveau des intervalles de planning, pour voir qu'est-ce qu'il en était concrètement. Puis en fait, on se rend compte que oui, il y a de la variabilité, mais elle n'est pas anormale. Et ça aussi, ça décrispe. Donc en fait, on a mis en place des KPI justement pour un peu se rendre compte de ce qu'on vivait et de mettre des mots dessus, ce qui est vraiment intéressant. Un des KPI qui est assez vite mis tout le monde d'accord, où on a voulu le mettre assez vite en place et on est en train de finaliser sa mise en place, c'est la predictability. Parce que d'un point de vue engagement, il y a vraiment la volonté de savoir si on est en surengagement ou pas en surengagement pour justement ensuite avoir une bonne performance. Parce que derrière le mot performance, on a la performance de la delivery, mais il y a aussi la performance des équipes qui peut se cacher derrière. Tout le monde comprend ce qu'il veut derrière la performance. Certains se disent on veut vérifier que je suis performant et que je donne mon maximum. Mais en fait, ce que nous, on essaye justement d'échanger, on a beaucoup échangé avec le product management et les systèmes architectes sur cette predictability pour justement se dire, mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'on surengage ou sous-engage, parce que les deux sont problématiques et il y a juste un bon niveau à avoir, il faut qu'on se mette juste d'accord et qu'on le vive bien. Et en fait, par rapport à ça, on avance encore dessus. Et enfin, dernier type de KPI, c'est notre backlog. Donc effectivement, parfois au début, la backlog, c'est juste un titre. Je reconnais qui connaissent encore ça. et derrière, comment notre backlog, à quoi il ressemble, et peut-être faire des mesures de backlog. On a beaucoup de discussions sur les dépendances, des métriques sur le nombre de dépendances que l'on vit, parce qu'on met beaucoup le dos sur la dépendance, sur l'organisation qui en découle, etc. Et au final, on voit qu'on peut évoluer en fonction de comment le product management conçoit sa vision du produit délivré par le train. Et ça aussi, ce sont des KPI qui ne sont pas forcément tout de suite décrits et qui donnent une vraie visibilité, qui aident à avancer en fait dans une transition vers plus de safe et plus agile. Ok, dernière question rapide pour l'optimisation du flux de valeur. Est-ce que vous avez fait évoluer l'organisation de votre train? Parce que malheureusement, on voit trop souvent des trains construits un peu, pas en épine du bon sens, mais en tout cas pas sur des bonnes raisons, sur des bonnes, en prenant en compte les bons paramètres au départ. Donc, et ça peut être des freins et des bloqueurs dans le flux de valeur. Donc, est-ce que vous avez fait évoluer et comment avez-vous fait évoluer votre train pour optimiser ce flux de valeur? Pierre-Luc, je crois que tu as des choses à nous raconter là-dessus. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Laurence, parce que c'est souvent ça qui se passe. Hein? Souvent, on part des trains sans nécessairement réfléchir au flux de valeur derrière, mais plus en le regroupant sur un produit ou un réseau de produits ou une plateforme. Puis c'est en continuant dans l'évolution puis le développement de ce train-là qu'à un moment donné, on fait « Oups! Peut-être que le flux de valeur, on l'a oublié ou il n'était pas assez clair au départ. Puis là, on va retravailler notre train pour se rattacher à ce flux de valeur-là. » Personnellement, dans mon expérience, ce que j'ai vu aussi, c'est souvent des trains, lorsqu'on les départ, qui, avant même de, oui, se rattacher sur le flux de valeur, mais c'est aussi de commencer à développer ce train-là au niveau des escouades, hein, leur trouver des raisons d'être, c'est quoi, leur DOD, leur DOR, puis garder, pour être capable de transférer le focus vers le train. Fait que le train, lui, s'en va où? C'est quoi le flux de valeur de ce train-là?
On le voit dans l'escouade d'un premier temps, puis dans un deuxième temps au niveau du train. Puis après ça, on peut plus facilement aussi évoluer vers la suite. Évidemment, hein, c'est pas ce que SAFE va nous dire de faire, mais souvent, malheureusement, dans la réalité, c'est ça qui va arriver. On part des trains, puis après ça, on va aller se rejoindre sur des flux de valeur. Puis des fois, ce moment-là est confrontant. Parce que là, on réalise qu'il n'y a pas nécessairement un flux de valeur clair, ou peut-être qu'il y a 2 trains sur le même flux de valeur. Puis à ce moment-là, il faut se questionner. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on doit changer notre organisation ou est-ce qu'on continue? Puis c'est quoi la plus-value de l'un ou de l'autre? Puis là, c'est des questions d'organisation qu'il faut se poser de façon honnête, claire et objective. C'est ce que j'avais à dire. Super. Jérôme, toi, tu nous parlais plutôt de la stratégie de release, c'est ça? Ouais, nous, on a accès globalement, depuis 5 ans, on a accès globalement l'amélioration du flux de valeur au travers de 2 choses, en fait. On avait des environnements un peu dans tous les sens et une stratégie, en fait, de release qui était un peu de chaque côté. Et en fait, on a travaillé pendant facilement 6 mois, 8 mois à utiliser les mêmes environnements, à cadencer, à avoir différentes gates, en fait, de façon à éviter le maximum, en fait, de points de blocage ou de latence sur tel ou tel produit de façon à pouvoir délivrer. Ça, c'est le premier truc, en fait, qu'on a mis en place qui nous a permis d'être plus prédictible sur nos dates et d'avoir moins de décalage entre les différents produits. Le deuxième truc qui a été mis en place, et ça a été au fur et à mesure, comme je vous ai dit, nous, notre train, ça a été le premier, mais au fur et à mesure, il y en a d'autres qui sont arrivés, et on a d'autres services qui ont commencé à être intéressés, dont notamment en fait des dépendances qui ont commencé à être intéressées en fait par SAFE. Et du coup, on a toute une organisation avant le pré-PI planning en fait, où on va tacler en fait d'un point de vue macro, tout d'un point de vue capacité, d'un point de vue allocation capacitaire, d'un point de vue dépendance. On va tacler globalement le gros en fait pour dire bah voilà à peu près ce qu'on veut faire de façon à, encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir le PI le plus smooth possible. Et ça, réellement, ça nous évite en plein PI planning ou même en plein PI de se retrouver face au mur en disant ah bah non, on n'était pas au courant, etc., etc. On ne fait pas le PI avant le PI, hein. C'est vraiment des gros sujets qu'on amène de fond. On fait du t-shirt sizing, voilà, c'est vraiment de la grosse estimation. Et je fais ça avec 6-7 équipes maintenant dont on dépend à chaque fois des shared services. Okay. Voilà. Ok, super. Je vous propose de passer au dernier thème parce qu'on a commencé un petit peu en retard, mais on va grignoter un petit peu sur le temps des questions. Donc, le dernier thème, on va parler de la résolution de problèmes, qui malgré tout va aussi vous aider les trains à optimiser le flux de valeur. Si on s'y penche un petit peu, si on y consacre du temps. Donc là, on va avoir 2 questions, et plutôt pratico-pratiques, parce que ça reste des exercices réguliers, fréquents, et ça, il propose des choses, mais je suis sûre que vous avez essayé plein de choses aussi. Donc, comment vous pratiquez, vous, les exercices d'Inspect and Adapt, et est-ce que vous avez trouvé des façons de faire pour réinventer ces exercices, pour motiver vos équipes? On sait que l'exercice de la rétro peut devenir ennuyeux, malheureusement, si ça devient, on n'y trouve plus de bénéfices, mais aussi si on a des formats un petit peu trop répétitifs. Donc, comment vous avez pratiqué et comment vous avez réinventé cet exercice? Et je crois que Jérôme, tu as des choses à nous partager là-dessus. Alors, moi, l'Inspect and Adapt, le problem solving, c'est compliqué. C'est compliqué parce que depuis le Covid, en fait, tout s'est accéléré. Et aujourd'hui, malheureusement, faire un Inspect and Adapt pour faire un Inspect and Adapt, ça sert à rien. Donc, on fait toujours on fait toujours le meeting sur les métriques. Par contre, aujourd'hui, le problem solving, je vais en faire un la semaine prochaine et je suis très content. Et d'ailleurs, je suis en train de chercher le format pour le faire. Mais depuis un an, en fait, j'essaye de mêler un petit peu d'innovation. J'essaye de jouer, comme je vous disais tout à l'heure, en amenant des jeux. On ne sera pas sur un pur backlog et ça me déçoit parce que pour moi, on n'améliore pas le train. Mais on ne sera pas sur un pur backlog d'amélioration continue. Mais on va peut-être mêler on s'est rendu compte qu'il y avait trop de bugs ou on s'est rendu compte que toute cette partie-là, il faut la reformater avec un petit amusement des équipes. Alors, je me suis battu aussi pour avoir un peu de jours d'innovation. Mais voilà.
Le faire, moi, malheureusement, le problem solving durant tout le PI, je ne peux pas. Par contre, leur dédier 2 jours sur lesquels, lors d'un problem solving, ils réfléchissent à quelque chose, ça, je peux. C'est difficile chez moi. Ok. Eric, peut-être tu donnes des petites recettes à Jérôme sur. Alors nous, vu qu'on a mis ça en place assez récemment, on a fait 2. Le premier, on a pu mettre en place, sans faire de rétrospective, en amenant les problèmes, juste pour une question de temps d'organisation, par plutôt les PO et Product Management. Mais ça, c'était juste un banc d'essai. On a quand même testé un format type World Café, un petit peu avec des petites équipes en groupe qui résolvent chacun un ou 2 problèmes de leur côté, qui font une restitution, et on a créé une backlog ensuite d'amélioration. Sur la deuxième version, on a essayé d'être un peu plus compliant safe tout en gardant de l'attractivité à l'exercice. On a donc eu la présentation effectivement des métriques avec ce que je vous disais tout à l'heure sur un peu des objectifs qui sont orientés aux besoins des équipes, de se rendre compte de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est. On a aussi anticipé les problèmes, on les a fait plutôt ressurgir par les équipes au moment de leur propre rétrospective, dans les dernières rétrospectives du PI, et non pas durant l'Inspect and Adapt, ce qui nous a permis de faire plutôt une rétrospective très positive, sous forme de nuages de points, avec des différentes questions, qui a été très appréciée. C'était plutôt fun et plutôt positif, plutôt sans parler des problèmes, justement, pas une rétrospective pour sortir les problèmes, elles ont déjà été sorties par les équipes. Donc déjà, ça a permis d'avoir un bon mood pour ensuite le deuxième exercice, toujours type World Café, où les équipes, tous mélangés, résolvent le problème qui ont été sortis d'autres équipes, et parfois les solutions, justement, peuvent venir différentes et pas à ceux dont on s'attendait. Et donc, il y a eu vraiment une très bonne mayonnaise qui a pris sur ce deuxième Inspect and Adapt. Et en plus, comme on a des métriques sur, même si on n'a pas pris toutes les actions, mais quand on est déjà à 50%, on était déjà content qu'il y ait 50% qui est fait, quoi. Ok. Pierre-Luc, peut-être tu peux nous parler d'une autre technique et donner d'autres petites techniques à Jérôme pour la semaine prochaine. Oui, moi de mon côté, souvent, j'adapte mon Inspect and Adapt en fonction d'éléments qui se sont déroulés à l'intérieur du PI qui est en train de terminer. Fait que oui, des fois, un bon vieil Inspect and Adapt, comme qu'on les connaît, ça fait du bien de revenir dans des pantoufles puis revenir à la base. Mais j'ai l'habitude plutôt d'aller avec des choses différentes, des ateliers de travail ou de réflexion. Comme par exemple, lorsqu'il y a des problématiques au niveau de l'engagement des escouades, au niveau de leurs objectifs de livraison, ou même d'engagement entre eux dans le travail puis les accomplissements de leurs tâches, j'ai utilisé les ateliers liés aux 5 dysfonctions d'une équipe que j'ai repris, puis on a créé des ateliers. L'année passée, il y a 2 ans, il y avait des problèmes de communication. On a donc travaillé avec du Lego Serious Play pour remettre en place un genre de modèle où les différents membres devaient communiquer ensemble et de là être capable de voir des initiatives ou des éléments de leur réalité, mais transposés en Lego, qui peut arriver dans leur quotidien, puis quels sont les éléments qu'on peut mettre en place pour actionner des améliorations pour éviter que ça réarrive par la suite. J'ai aussi la chance, puis c'est ce que je vous conseille tous, ce Meetup est un bon exemple, mais dans mon entreprise, je ne suis pas le seul RTE, il y en a même une ici avec nous aujourd'hui, mais on a une belle communauté de conversation puis de partage aussi sur nos Inspect and Adapt. Il ne faut pas, quand la roue tourne bien, on n'est pas obligé de la réinventer. Hein? On peut aller l'emprunter à notre voisin à droite puis l'essayer sur notre propre train. Puis des fois, justement, on est capable de bâtir à plusieurs trains sur des initiatives puis des réflexions qui peuvent être présentes dans chez la majorité de nos équipes. Ok. Andréane, Laetitia, un petit mot, Moi, j'ai juste remarqué, alors on s'est fait que 4 Inspect and Adapt qu'on peut avoir,
mais qu'on a eu en tout cas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que de notre côté, c'est plutôt la simplification qui a fonctionné. On est resté pour le moment encore sur du World Café. On est tous en remote, donc ça se passe par Teams. C'est pas forcément évident de mettre en place des ateliers, soit légaux, soit autres. Donc on est resté sur du World Café. Par contre, il se trouve qu'au dernier Inspect and Adapt, donc j'ai pas pu l'animer moi-même. Je l'ai délégué au Scrum Master qui ont fait un truc hyper simple. Et ben ça a hyper bien marché. Les gens étaient super contents. Il y en a même qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on fait pas ça à chaque fin de PI parce que c'était super et hyper constructif. Voilà. Un truc comment on va en faire. Voilà. Laetitia, tu veux compléter? Oui, je rajouterais juste que, encore une fois, ce train a 25 PI, donc au bout d'une dizaine, il commençait à s'essouffler sur le format que proposait Safe, savoir sur la résolution de problèmes, d'être 3 heures à résoudre un problème. On était sur des problèmes tellement complexes que 3 heures suffisaient plus, en fait. Donc, on a adapté le format. On est passé plutôt, en s'appuyant justement sur les métriques qu'on avait pu créer, on est parti en mode de groupe de travail pendant le PI qui se déroulait par la suite. Donc on avait toujours l'Inspect and Adapt et au lieu de faire 3 heures, c'était un groupe de travail pendant 3 mois. Et ça nous a amené pas mal de choses. On n'était pas effectivement tout le train, mais on était tous potentiellement volontaires et capables de pouvoir répondre aux questions, tous impliqués. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on a mis une amélioration en place qui est aujourd'hui qui est sur le podium pour être sujette à un award au sein de l'entreprise. Donc c'est pour dire que on part vraiment, dès lors qu'on part vraiment sur la satisfaction client, agir sur des vrais problèmes et puis avoir les bonnes compétences, voilà, on est sur le triptyque qui fait qu'on pourra avancer. Donc on peut changer aussi le format et pas fermer à la fin du PI, faire une journée que sur de la résolution. On peut améliorer tout le temps et c'est ce que je vais reproduire aussi ici. Chez Schneider, on voit qu'au bout de quelques années d'expérience, de vie, le côté une demi-journée ne suffit plus. Donc là, c'est vraiment en mode focus group pour pouvoir avancer. Ok. Et bien, on va passer à la dernière question, toujours sur la résolution de problèmes. Donc, c'est déjà super d'avoir des moments motivants pour les équipes pour se réunir pendant 1 ou 2 ou 3 heures pour parler de problèmes ou de choses qui marchent bien aussi. Mais ensuite, c'est encore mieux si on met en œuvre les actions qui en découlent. Donc, comment et qui participe à cette mise en œuvre d'actions, Andréane? Qui commence? Tout le monde, tous ceux qui sont volontaires sur des situations transverses ou qui sont impliqués sur des problèmes identifiés clairement. Ensuite, c'est communiqué et pris en engagement de résolution en PI planning. Donc, ça fait partie aussi du PI planning, c'est de comment est-ce qu'on va faire et qui va s'occuper de voir comment régler ces problèmes-là. Et puis ensuite, on les suit, c'est suivi au niveau de chaque iteration review et puis à la fin, au niveau de la performance PI, assez simplement aussi, finalement. Aujourd'hui, ça marche encore bien, il y a beaucoup de volontaires, et puis les choses avancent. Donc c'est là. Ok. Eric, tu veux rajouter? Oui, comme beaucoup de gens, beaucoup de trains, effectivement, c'est tout le monde qui travaille sur la résolution. Chez nous, on a quand même une responsabilité en termes de RTE et Scrum Master pour aussi le suivi de ces éléments-là, pas forcément sur la résolution. Et surtout que souvent des problématiques, elles sont multifactorielles, elles peuvent être prises à différents niveaux. Et un des rôles pour montrer que quand même les problèmes, on en a discuté, mais ils ont été pris en compte, mais les actions, elles sont peut-être éparpillées, c'est aussi de faire le lien entre les différentes actions qui ont amené à faire l'amélioration et de le communiquer aussi comme ça. Parce qu'effectivement, on peut avoir des problèmes qui sont découverts et au final, il y a déjà des actions qui sont prises par ailleurs et c'est pas la peine de prendre 2 fois l'action. Il faut juste dire oui, l'action est bien prise en compte et regarde, c'est là. Et ça, on est honneur de ça. Ok.
Pierre-Luc, Jérôme, Laetitia, est-ce que vous voulez rajouter un mot pour conclure? Oui, peut-être un petit mot. Je pense que la clé, puis on la connaît, mais malheureusement, des fois, on la met pas en place. Mais la clé, c'est vraiment lorsqu'on termine l'Inspect and Adapt, les éléments d'amélioration doivent être non seulement clairement identifiés, mais on doit avoir identifié un porteur, qui va suivre cette amélioration-là, mais qui va la mettre en place aussi. Parce que quand on identifie des fois juste un responsable qui va la suivre, soit disons-le nous réellement, le ou la Scrum Master, la personne qui réalise, si ce n'est pas clair, ça devient complexe dans les premiers sprints du PI de trouver quelle est l'équipe qui va travailler sur cette amélioration-là. Puis des fois, on perd un temps crucial de mise en place de l'amélioration continue. Puis là, on se retrouve en fin de PI, on veut dire qu'on a fait ces améliorations-là, puis là, on se dépêche à mettre des trucs en place. Et si on avait pris plus le temps de le faire, de façon itérative à l'intérieur de l'ensemble du PI, on aurait peut-être atteint encore mieux nos objectifs. Donc, je pense que la clé qu'on connaît, mais que malheureusement, des fois, on oublie, c'est, oui, un porteur qui va être responsable de le suivre, mais aussi avec qui, puis qu'est-ce qu'ils vont livrer à la fin. C'est quoi cet objectif final de cette amélioration-là pour que tout soit bien défini lorsque tout le monde quitte l'Inspect and Adapt. OK. Laetitia, Jérôme, un mot à rajouter? Non, ça me rappelle des bons souvenirs. Ok. Bon, et bien, écoutez, on a fait le tour de nos questions. Un grand merci à tous nos 5 intervenants pour tout ce partage d'expérience. Et ce que je vous propose, c'est de passer en revue donc, les quelques questions et puis qui ont été écrites dans le chat, mais aussi d'ouvrir vos micros si vous en avez à poser à haute voix. Et peut-être, Esteban, je te laisse la parole sur la prise des questions dans le chat. Ou Hélène, je ne sais plus. On s'était dit. Pas de souci. Donc, alors, on a une question de Hervé. Je ne sais pas si vous êtes encore connecté sur le RTE et le Product Owner ou le Product Management. Je vous laisse poser la question. Oui, je veux bien la poser. Ouais, merci. Et ma question, c'était pour s'assurer de l'alignement en fait entre les objectifs du produit et la vision de l'entité dans laquelle on est. Comment le product owner ou le product manager va travailler avec le RTE. Alors, je suis product owner, donc je suis assez curieux des insights des différents RTE sur le sujet. Voilà. Qui souhaite. Ah, Esteban, si tu parles, on ne t'entend pas. Ah, peut-être qu'il ne nous parle pas. Quand il y a Laetitia qui oui. Ouais, j'allais dire le support qui nous aide bien, c'est une roadmap sur notamment 3 PI à peu près pour se donner une vision partagée, écrite, partagée, communiquée. Donc entre nous déjà, qu'on comprenne, et puis après avec les product owners, oui. Que tout le collectif et voire même tout le train ait cette vision. Donc c'était une présentation qu'on avait à chaque PI planning et dès qu'on en avait besoin pour pouvoir avancer. On avait aussi des sessions de backlog refinement avec les différents business owners pour pouvoir préparer, identifier les sujets et adapter notre roadmap en conséquence. Et pareil, communiquer, donner ce sens et pour pouvoir mieux anticiper les travaux collectifs avec les équipes. D'autres réponses? Merci pour la réponse en tout cas. Alors, je vais répondre aussi un petit peu parce que comme Hervé travaille avec moi et comme Laetitia, Hervé, on a effectivement cet alignement, une partie de l'alignement qui est effectivement fait pendant le refinement. Ça permet effectivement, il y a les outils de roadmap qui peuvent exister. Nous, par exemple, c'est pas encore le cas, même si il y en a une qui est faite un peu plus haut. Et derrière, le réalignement, il se fait sur le travail sur la backlog. Et quand c'est plutôt bien fait, quand il y a plus qu'une description, quand on parle des hypothèses de bénéfices sur des features, quand on parle de critères d'acceptance, ça permet un réalignement aussi avec les systèmes architectes qui doivent être partie prenante de ces refinements. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire une vision qui est commune
et aussi sur la priorisation et pouvoir avoir une vision aussi derrière sur la priorisation. Ok. Une autre question peut-être? Alors, Marie-Flora, vous aviez une question sur la maturité des équipes versus le leadership du RTE. Peut-être que vous voulez prendre la parole et communiquer là-dessus? Oui, j'ai écouté, bonsoir, j'ai écouté attentivement ton intervention, Pierre-Luc. Tu disais que plus ton train gagne en maturité, plus ton leadership est important. Et ça m'a un peu beaucoup effrayée parce que j'ai un train très peu mature où je suis extrêmement sollicitée en priant qu'un jour mon train grandisse et devienne plus mature et qu'il me sollicite beaucoup moins. Du coup, je m'inquiète. Je voudrais qu'on revienne sur cette partie-là, si tu veux bien. J'avais hâte de répondre à ta question. Je l'avais lu dans le chat. Premièrement, je suis désolé de t'apprendre que oui, malheureusement, tu seras toujours autant interpellé, mais de façon complètement différente. C'est ça qui devient intéressant. Au début, dans un train qui est peu mature, comme tu dois le vivre actuellement, et bon succès dans la suite de ce que tu mets en place, mais tu es beaucoup interpellé souvent sur des bases de l'agilité. Hein. Comment bien faire un inspect and adapt, comment on fait des arrimages, est-ce que le hard sync, est-ce que les rétros sont bonnes, est-ce que ce qui est discuté en daily c'est bon, comment qu'on écrit des épopées. Là, je dis des choses, j'entends des personnes rire à Grenoble, on le vit tous, hein, c'est superbe question de début de train. Mais un moment donné, on va développer de l'autonomie dans les escouades, le monde va prendre plus de confiance dans leur rôle puis de ce qu'ils mettent en place. Et ton rôle à toi aussi va évoluer dans ce leadership-là. On quitte souvent un leadership un peu plus directif pour aller dans un leadership plus transformationnel ou mobilisant. Être capable de faire évoluer le train au prochain niveau de maturité. Parce qu'il y a toujours ce superbe palier qu'on atteint où on fait tous les exercices qu'on apprend dans les formations SAFE, on les fait tous. On a toutes les cérémonies, on répond à tous tes petits bullets. C'est quoi la prochaine étape? Hein? Quelle est la prochaine étape? Et c'est là que le rôle du RTE prend encore plus son sens pour utiliser ton leadership pour être capable de pousser ce train-là vers les prochains niveaux. Fait que comment on atteint une plus grande vélocité, une meilleure performance? Comment qu'on se rattache encore plus dans le flux de valeur? Comment qu'on peut peut-être aussi polliniser nos bonnes actions, nos leçons apprises vers d'autres trains. Comment qu'on est capable aussi, dans ton rôle de coach agile, de faire évoluer les différents rôles dans lesquels qu'il y a dans ton train vers eux aussi leur prochain rôle. Le leadership va toujours être présent, mais il se transforme. Mais oui, j'ai le bonheur ou le malheur, dépendamment comment tu veux le prendre, de t'annoncer que tu seras toujours autant sollicité, seulement cependant pour des questions différentes. Si je peux me permettre une petite métaphore, en tant que parent, pensez à la maturité grandissante de vos enfants et est-ce que votre rôle de parent évolue et de leader. Bon, voilà. Exact. Mais la métaphore est bonne, Laurence, parce que comme le parent, tu as des conversations que tu n'as pas vraiment envie d'avoir, mais que tu dois avoir. Et si vous connaissez le proverbe, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Voilà, je la place aussi. Pardon, Jérôme, j'ai pas entendu, on n'a pas entendu. Je disais juste que moi, je punis pas mon train. Je ne sais pas comment on fait. Mais pas ton PM au piquet. Merci beaucoup. Ok, peut-être qu'on peut prendre la question de Guillaume derrière. Alors Guillaume, je peux donner la question de Guillaume. Alors je crois que malheureusement Guillaume a dû partir. Donc sa question c'était comment de bien gérer les dépendances externes, donc des équipes qui sont en dehors de l'organisation ou des partenaires, des sous-traitants. Donc Nicolas a apporté une première réponse qui est de mettre en évidence et en transparence via une carte de dépendance ou les risques sur le programme board. Anticiper aussi au maximum ce type de dépense-là en amont du PI planning pour
pour les voir arriver et puis dérisquer ces choses-là pendant le PI finalement. Mais peut-être que vous avez d'autres réponses à apporter à Guillaume. Et on lui fera passer parce qu'on est plusieurs à le connaître. Moi, je peux. Vas-y. Ouais, il y a une chose qui n'est pas citée, donc c'est pas grand-chose en plus. C'est effectivement, il y a aussi la partie jalon milestone qu'on peut rajouter dans un programme board au-delà d'une dépendance, et sur laquelle on tire une dépendance qui permet aussi de matérialiser une dépendance extérieure. Et après, ça reste l'humain au centre de tout ça, parce qu'on parle d'anticiper, mais du coup, ça veut dire aussi identifier, analyser et au maximum en anticipation pour éviter le type de souci que le train dans lequel je suis actuellement rencontre régulièrement. Donc, je suis en plein dedans, mais effectivement, l'anticipation et l'analyse et l'humain qui est au centre et pas attendre simplement d'un outil qui nous prévienne que c'est en retard ou c'est pas en retard, mais vraiment réussir à prendre du recul pour analyser, anticiper des impacts de dépendance externe, c'est hyper important. Le seul secret, c'est la communication. Hein. Puis, il y a, oui, des courriels, oui, des cartes de dépendance, mais il n'y a jamais rien qui va battre deux personnes qui se regardent, puis qui se parlent, puis qui sont transparents les uns envers l'autre, puis qui se disent qu'est-ce qu'il y en est. Je pense que le succès d'une bonne dépendance externe, ça reste cette communication constante-là. Après ça, si on est capable, si c'est une équipe de sous-traitants, mais qui viennent livrer à l'intérieur de notre train, il y a toujours la question à quelle hauteur on n'est pas capable même de les intégrer dans le train s'ils livrent majoritairement pour le train. Des fois, ça peut être aidant. Puis avec les partenaires ou les fournisseurs, hein, souvent on a des dépendances avec des fournisseurs externes. Oui, il y a cette relation client et fournisseur, mais il faut aussi se dire qu'on est là pour le même but commun, qui est de livrer quelque chose. Puis le secret à ce moment-là, c'est vraiment d'être transparent, c'est de vraiment nommer c'est quoi le besoin, de s'assurer que de l'autre côté, on comprend le besoin, parce que des fois, c'est ça qui est le problème, puis qu'après ça, on avance en même temps dans la même chose. Mais on ne le dira jamais assez, il faut communiquer. Puis à l'ère du virtuel, les courriels, les messages Teams sont simples, mais ouvrir une caméra, parler un envers l'autre ou se trouver un moment de se faire un meet-up, des fois, ça peut sauver énormément de temps par la suite et d'efficience. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je me permettrai juste de rajouter que je les invite au Scrum de Scrum. Moi, dès que j'ai une dépendance avec... je trouve ça très intéressant, en fait, que ça y communique avec mes Scrum Masters. Et le deuxième truc, c'est que je les invite aussi au système démo. Ça renforce l'engagement. Voilà. Et nous, effectivement, par rapport à ce que disait Pierre-Luc, on a effectivement intégré des équipes externes et ça marche. Mais il faut pouvoir le faire. C'est pas toujours le cas. Ok. Pour respecter notre timing, nous, on va avoir la chance de pouvoir continuer les échanges en live. Peut-être qu'on peut prendre une question s'il y en a à distance. Pas s'il y a des gens qui veulent ouvrir leur micro et poser une dernière question. Si vous ne l'avez pas fait dans le chat. Qui osera? Sinon, oui, pardon. J'ai juste dit qui osera. Et à ce moment-là, je vais passer la main. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, soit à Brice, soit à Cyrielle. Alors, Cyrielle nous a partagé au fur et à mesure dans le chat ses ébauches. Est-ce que tu as la dernière là, c'est date de 19h37, t'as encore... À ce moment-là, je passe ta main, je te laisse 2 minutes. Et Brice, si tu veux bien nous faire une petite, en conclusion, Ouais, juste prendre un petit peu de feedback avec un petit sondage là, que je vais lancer dans Teams. Donc, pour les 100 qui sont à Grenoble, il faudra peut-être vous connecter sur le mobile si vous voulez participer. Mais voilà, c'est très simple. 2 questions, un peu votre évaluation de la session en mode rôti, comme on aime le faire à l'agilité. Hein. On ne le fait pas avec les doigts, on le fait avec les étoiles. Et puis, avec quels mots-clés vous repartez là? Qu'est-ce que vous retenez un peu de ce que vous venez d'entendre ce soir? La deuxième question, donnez-nous quelques mots-clés. Et puis, on aura un beau nuage de mots qui devrait apparaître à l'issue.
Ok, alors on va le faire en live ici dans la salle. Du coup, à main levée, si vous connaissez tous la technique de routine sur les doigts de 1 à 5. Voilà, combien de temps, quelle est votre évaluation de ces 1h30 que vous venez de passer avec nous 1 étant le plus bas et 5 le plus haut. On y va 1, 2, 3. Je sens une fatigue. Super, entre 4 et 5. Entre 4 et 5. Et du coup, si vous avez, voilà, on va faire ça à l'oral, des mots-clés, voilà. Quels sont les mots-clés que vous retenez de tous ces retours d'expérience? Valeur. Valeur. Je vous écoute. Hein. Facilitation. Et pour les gens connectés à distance, ça va, tout le monde a pu accéder au petit sondage et y répondre? N'hésitez pas à dire s'il y a une difficulté. Tu vois apparaître les mots, Louis? Bah, je peux clore le sondage. Ah non, Moi, je les vois apparaître, ça fait bien. Okay. Persévérance. Merci, Jérôme. Chemin long. Il y a du chemin. Centimètre par centimètre. Collaboration. Alors, sur l'évaluation en ligne, là, côté RTE, on est à 4,5. C'est pas mal. Bravo. Même bien, je dirais. Et puis, sur le nuage de mots, les mots les plus importants qui ressortent, leadership, communication, servant leadership, persévérance, orchestre. Ok. Plusieurs bras. Ici, dans la salle, on a valeur, facilitation, persévérance aussi, je crois que ça a marqué, chemin et collaboration. Ok. Super, et bien merci pour les retours. Le mot, c'est ah oui, carrément. On va parler de chemin de croix un peu loin. Ça va être du coup, Cyrielle, yes, tu peux nous partager. Ah oui, bah tu l'as partagé, pardon. Est-ce que tu veux commenter ou dire un mot sur ton invention? Je ne sais pas, oui, si je peux. Dire un mot, merci déjà pour ce super meet-up. Et puis, j'espère que j'espère que le sketch note vous plaira et qu'il sera lisible. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup à toi. C'est très beau déjà. Hélène, Stéphane, je ne sais pas si vous voulez dire un mot de conclusion. Merci à tous de cette participation. Je pense que c'était très intéressant d'avoir ces retours d'expérience de RTE, ces vrais défis exposés et ces vraies solutions aussi. Je pense que ça a intéressé beaucoup de monde. Donc, merci à vous d'être intervenus. Et puis, n'hésitez pas à continuer de poser des questions. Et puis, si vous avez besoin d'aide, maintenant, vous avez les noms de certains RTE, donc vous pouvez les contacter. C'était là. Oui, absolument. Merci à tous. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'on est nourri par l'expérience opérationnelle. Hein. Encore une fois, il ne faut pas se tromper. C'est bien sur le terrain que tout se passe. Donc, merci à tous pour votre transparence, pour les réelles difficultés, les défis auxquels vous êtes confrontés. Parce qu'entre ce qu'on voit écrit, y compris aujourd'hui avec l'aide dans Safe de copilote, c'est très bien, hein, mais ça reste quand même by the book. Donc, avoir un peu de référence terrain, c'est extrêmement intéressant. Merci à tous. Merci à Pierre-Luc qui est en plein début d'après-midi, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est le cas pour Flore aussi. Donc, merci et Valentine. Donc, merci à tous nos amis canadiens. Et merci à tous pour ce très beau meet-up et très beau sketch note Cyrielle. Effectivement, c'était très bien et très fidèle en tout cas aux échanges. Bravo. Merci à tous.